Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact Marketing, le podcast qui te donne des stratégies, des outils et les guide pas à pas pour être toujours à la pointe et faire grandir ton business. Hello, aujourd'hui on va aborder un sujet ô combien important, la confidentialité de nos données numériques quand on utilise les IA comme ChatGPT ou Bing. Et pour en discuter, j'ai fait appel à un spécialiste, l'auteur de la newsletter Éthique GPT, j'ai nommé Benjamin Alouche. Salut Benjamin, bienvenue sur le podcast. Salut Manuel, merci de me recevoir. Bon, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de ton parcours, de ton job et comment tu en es arrivé à t'intéresser à la protection des données numériques ? Alors, moi, j'ai pas un parcours super linéaire, on va dire. Donc, moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, 37 très bientôt, sûrement quand vous écouterez ce podcast. Il y a 10 ans, j'ai obtenu un master de droit, spécialité droit du numérique et données personnelles. Donc, c'est à partir de là, en fait, que je me suis intéressé au sujet. Enfin, même un peu avant d'aller dans ce master, donc ça date. Donc, c'était bien avant le RGPD. Donc, entre mes stages et mes emplois, j'ai fait ce métier donc de juriste en protection des données, en droit du numérique et droit des contrats informatiques. J'ai pas toujours fait ça en même temps, mais en tout cas, c'était ça. Et les données personnelles étaient vraiment centrales. Donc, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Je travaillais à la Cour de cassation, notamment, SNCF, et dans une PME qui fait de l'hébergement de données de santé. Donc voilà, donc c'est là en fait que je me suis vraiment intéressé à ce sujet parce que en France, on est un pays pionnier dans la protection des données avec la loi CNIL, donc informatique et liberté, qui date de 1978. Et donc voilà, donc puis je savais aussi que c'était un sujet assez porteur. Où il y allait avoir de plus en plus de demandes parce que de plus en plus de choses se passent en ligne et comme on dit, la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle. Donc, voilà, pour expliquer mon parcours. Oui, c'est parce que aujourd'hui, tous les géants du numérique se font de l'argent grâce à ça, en fait. C'est ça. Bah tiens, on va parler un peu de RGPD. Alors, c'est quoi ce fameux règlement ? En quoi il consiste ? Et surtout, qu'est-ce qu'il apporte aux gens en termes de protection des données personnelles ? Alors, donc RGPD, donc Règlement général sur la protection des données, donc c'est un règlement européen qui est applicable depuis mai 2018. Donc, il fait plusieurs choses en fait. D'abord, il harmonise le droit européen sur la protection des données personnelles. Parce que, comme j'ai dit, la France est un pays pionnier, mais il y avait d'autres pays où il n'y avait absolument rien, en tout cas le strict minimum. Donc là, on a un règlement harmonisé pour tous les pays de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que comme on a un droit harmonisé qui a été plus ou moins influencé par la loi CNIL, la loi française, ça protège tous les individus, personnes physiques. C'est très important de préciser ça et on en parlera juste après. Donc, ça protège tous les individus résidents sur le territoire européen. Donc, toutes les entreprises en fait qui traitent des données des résidents européens doivent les protéger de la meilleure des façons et sont responsables en cas de non-respect du règlement, que ce soit donc, alors là je vais passer assez vite ces termes parce que c'est pas le but, mais le responsable du traitement, donc c'est-à-dire la personne pour qui les données sont utiles en fait. Donc ça va être par exemple les données des ressources humaines pour une entreprise, ou le sous-traitant, donc c'est par exemple une entreprise comme un éditeur de logiciels qui va héberger les données pour le compte de son client. Et donc, tout le monde est aujourd'hui responsable. Personne ne peut dire non, mais c'est pas moi, c'est pas ma faute, etc. Donc, ça a renforcé les droits des individus pour ça, et ça a aussi mis de nouvelles sanctions qui sont beaucoup plus fortes. Et c'est pour ça donc que ça c'est quoi, important. C'est en cas de fuite ou en cas de partage de données Alors, pas forcément des fuites. Piratage, oui, parce que ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité. Mais tout simplement, par exemple, quand le consentement de la personne, quand le consentement est requis, n'a pas été respecté,
Par exemple, si on t'envoie, voilà, c'est vraiment un petit détail, hein, mais si on t'envoie une offre commerciale alors que t'as pas donné ton consentement pour recevoir ces mails, tu peux te plaindre auprès de la CNIL, par exemple, qui va mener son enquête et qui va euh, contacter l'entreprise. Et si elle ne le fait pas, si elle ne continue à t'envoyer des mails, ben, elle aura une sanction. Donc, il y a une amende. Ok, donc, ouais. Donc, si je comprends bien, ça marche pour les données des particuliers, en fait. Et alors, du C'est coup, ça. qu'est-ce qu'il en est pour les données professionnelles? Est-ce qu'elles sont aussi protégées par le RGPD ou pas? Alors non. Le RGPD protège les informations relatives aux individus uniquement. Les données professionnelles, même si ce terme est un peu peut être confondu parfois avec personnel pour certains points. J'en reviendrai rapidement juste après. Donc les données des entreprises, donc les données comptables, les données d'affaires, les données financières, tout ce qui est attrait à l'entreprise n'est pas protégé par le RGPD. La seule exception serait, par exemple, quand il y a le nom et le prénom d'une personne dans un mail professionnel, ou si l'entreprise, par exemple, est un artisan avec son nom et son prénom, bah là, le RGPD s'appliquera. Sinon, pour les données, par exemple, les données comptables d'un employeur, si elles sont mises dans la nature par un employé, c'est une faute de l'employé, mais ce n'est pas le RGPD. On ne va pas citer le RGPD pour sanctionner la personne. Ce sera le droit commun. Je m'incruste en post-production dans notre conversation pour apporter quelques petites précisions. On a présupposé que nos auditeurs savent tous comment fonctionne ChatGPT et consorts, mais c'est peut-être pas ton cas. Donc, petite explication simplifiée de ce que c'est ChatGPT et comment ça marche pour que tu comprennes la suite de nos échanges. En gros, derrière ChatGPT et Bing, il y a un super ordinateur ultra puissant à qui on a donné à manger une énorme quantité de données textes dispo sur Internet. Des sites, des livres, des articles de presse, des forums, etc. On ne sait pas exactement quoi, parce que OpenAI garde ça confidentiel, évidemment. Ces données qu'il a apprises lui permettent de prédire les séquences de mots les plus probables selon la question posée et le contexte. C'est donc juste un algorithme de probabilité basé sur ce qu'il a lu sur Internet. ChatGPT fait des statistiques et des probabilités. Des maths, quoi. J'espère que ça t'éclaire un peu. Revenons-en à notre conversation avec Benjamin. Ok. Et alors, bon, quand ChatGPT est sorti, il avait été entraîné à l'époque avec les données du web jusqu'à, il me semble, septembre 2021. Et donc, à ce moment-là, en fait, toutes les données saisies par les utilisateurs, donc ça pouvait être des entreprises ou des particuliers, étaient ouvertement utilisées par OpenAI pour continuer l'apprentissage de son modèle ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a changé? Alors, c'était pas très clair parce que, en fait, il y a eu une sanction en Italie qui, en gros, ChatGPT a été bloqué en Italie parce que la CNIL italienne a estimé que ChatGPT, que OpenAI ne respectait pas la législation, donc le RGPD, en gros, ou alors voulait des précisions sur ce que faisaient des données OpenAI. Donc, a priori, au début, ChatGPT, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT a pris des données partout sur le web. Donc, sur Wikipédia, par exemple, sur les réseaux sociaux et le plus de données publiques possible. Parmi ces données publiques, il y a des données personnelles, sauf qu'on ne sait pas très bien lesquelles. Donc, les données, ça c'est l'entraînement. Ensuite, il y a les données des chats, les données qu'on a entre nous quand on parle, entre guillemets, avec ChatGPT. Là, au début, ChatGPT disait quelque chose du genre non, mais nous respectons la législation sur les données sur les données personnelles et nous n'allons pas utiliser vos données à des fins à des fins commerciales ou pour entraîner nos modèles, à moins qu'elles aient été anonymisées. En tout cas, et parce que les données anonymes ne sont pas soumises au RGPD. Et quand ils ont mis à jour leur privacy policy, ils ont dit plus ou moins le contraire. C'est-à-dire que, en gros, ChatGPT améliore,
on va dire, ses réponses, etc., avec les données des chats, sans précision de ce qu'ils font, des données personnelles, etc. Donc la réponse est pas très claire, mais ce qui est certain, pour résumer rapidement en quelques secondes, c'est que ChatGPT, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font des données. Le problème, c'est que la plupart des données qu'on met, enfin les données qu'on met dans le chat, c'est nous qui décidons ce qu'on met dans le chat. Donc, à part les données clients qui sont des données personnelles, les données des chats, c'est nous. Si on met des données qui nous concernent, qui sont personnelles, c'est plus ou moins notre problème. C'est notre responsabilité, en fait. Voilà, on a décidé de mettre ces données-là dans un chat, quoi. Et le truc, c'est que ça va être très difficile d'appliquer une législation comme le RGPD à OpenAI pour les données des chats parce que, justement, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font des données des chats. On sait maintenant que c'est pour entraîner les réponses et on fait du machine learning avec ces données. C'est pour ça que les chats sont bien améliorés par rapport à il y a plusieurs mois. Par exemple, on n'aura plus la comparaison entre les œufs de vache et les œufs de poule, puisque ChatGPT a compris qu'il n'y avait pas d'œufs de vache. Donc voilà. Bravo. C'est bien, mais ça, c'est grâce à ce qu'on lui a dit. Mais ça, c'est pas des données personnelles, par exemple. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Mais alors du coup, quand on utilise ChatGPT en entreprise, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui interdisent ChatGPT, mais quand on l'utilise en entreprise, ça peut quand même poser des sacrés problèmes parce que le RGPD, il protège pas les données professionnelles. Voilà, si tu as besoin, je sais pas, de ChatGPT pour t'aider à calculer un truc comptable, tu vas lui rentrer des données comptables. Mais le RGPD ne protège pas ces données-là. Alors, du coup, tu peux nous en dire plus? C'est quoi les risques pour une entreprise d'utiliser ChatGPT et d'y mettre des données peut-être sensibles? Alors, d'une part, on peut éviter ça. On peut se servir de la puissance de ChatGPT en évitant ces problèmes-là. Il faut tout simplement anonymiser les documents. C'est-à-dire, quand c'est des données chiffrées, OpenAI ne va pas comprendre. Quand ce sont des données chiffrées et qu'il n'y a pas de lien en fait avec l'entreprise X ou Y, ChatGPT ne fera pas le lien. Donc déjà, tout document anonyme, il n'y aura aucun souci. Donc déjà, évitez absolument les documents qui contiennent genre les données financières de mon entreprise avec une belle en tête de l'entreprise et si possible pas avec le mail professionnel. Voilà. Créez un mail spécifique pour ChatGPT qui ne mentionne pas le nom de l'entreprise, donc ça va être un Gmail classique ou autre. Voilà, donc il faudrait en fait ne pas s'inscrire quand on est dans son entreprise avec l'email pro, quoi. Voilà. Il faut s'inscrire à ChatGPT avec un email Gmail random. C'est ça, voilà. Et bien sûr anonymiser, parce qu'aujourd'hui on peut faire lire des PDF à ChatGPT, alors version plus, la version payante. Donc ces PDF doivent être anonymes. Et ensuite, les risques, si jamais c'est pas anonyme, c'est tout simplement que OpenAI ait accès à vos données et qu'il puisse en servir pour entraîner ces modèles avec des données sensibles, financières ou autres. Par exemple, ça peut être des secrets. Samsung, c'est exactement ce qui s'est passé où un employé avait, alors j'ai plus l'info exacte, mais il me semble que c'est ça, où Samsung avait, un employé de Samsung avait révélé des secrets de Samsung sur des produits qu'ils allaient sortir, ou des fonctionnalités qu'ils allaient sortir à ChatGPT. Et il n'a pas anonymisé les documents et c'est pour ça que Samsung a interdit à tous les employés de Samsung d'utiliser ChatGPT à cause de ça. Certains ont fait de la préventive. Apple, par exemple, a fait de la préventive où ChatGPT, c'est 9. Donc, voilà. Donc, parce qu'il y a ce risque que des données fuitent. Et si ces données fuitent, OpenAI va les utiliser à son profit pour, au mieux, entraîner ses modèles, au pire, savoir ce que font les autres derrière. Ça peut être des modèles d'intelligence artificielle, par exemple, pour savoir ce que font les concurrents. Voilà. On pourra aller jusque-là. Et ça peut être très large. Le spectre est très, très large, le spectre des risques. Ouais, et du coup, mais
il était question à un moment donné, OpenAI, ils n'avaient pas parlé de créer une version spéciale pour les entreprises qui garantit la confidentialité des données. Ça en est où, cette histoire-là? Je n'ai pas suivi. Bah, ça en est nulle part. Ça a été une rumeur. Alors je sais plus si c'est OpenAI qui l'a lancé ou si c'est des journalistes ou des personnes qui connaissent assez bien les entrailles du secteur. Mais en fait, on parlait d'une version à $200 par mois, Ouais. donc 10 fois plus cher, ce qui reste une paille pour les entreprises. $200, c'est rien. Donc, pour justement que les données des chats ne soient pas utilisées pour entraîner les modèles. Mais on en est nulle part. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de version pour les entreprises, il n'y a pas il n'y a pas de date de sortie, il n'y a rien. Ok. Et mettons, si maintenant on installe, parce que ChatGPT a une API, si on l'installe en local sur les serveurs de notre propre boîte, comment, c'est pas bon ça? Ça peut fonctionner ou pas? Alors, tu veux dire pour pas que les données qu'on entre dans les chats soient utilisées par ChatGPT. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a le local, et j'y reviendrai juste après, mais il y en a une deuxième, c'est que, alors c'est peut-être lié à l'Italie, c'est lié à ce qui s'est passé en Italie ou même au fait qu'il n'y ait plus de version pour les entreprises, c'est que dans les paramètres de OpenAI, on peut demander à ce que nos données ne soient pas utilisées pour entraîner ChatGPT. Le seul truc, c'est que ça, c'est juste de la confiance, en fait. C'est-à-dire, on fait confiance à OpenAI pour que les données des chats ne soient pas utilisées. Sauf que quand on fait ça, le chat est exactement le même. Vous voyez pas de différence, en fait. Tu vois aucune différence entre le chat qui ne va pas être utilisé pour entraîner les données et celui qui va être. Donc, pour entraîner les modèles, pardon, de OpenAI. Donc, voilà, c'est juste de la confiance. Ensuite, en effet, tu as la version en local. Alors, moi, je suis pas un ultra spécialiste de ces sujets, mais a priori, si tu installes une version, soit un modèle open source qui prend GPT-4 comme modèle de base, ou carrément l'API de ChatGPT et que c'est en local, si ça reste en local, ça reste sur ton serveur, en fait, carrément sur ton ordinateur ou sur tes serveurs. La seule condition, c'est de pas être relié à Internet. Mais si c'est relié à Internet, de toute façon, ça partira. Donc, pas de plugin, données arrêtées à septembre 2021. Voilà, donc local, mais sans connexion à Internet, et là, on est tranquille. Ouais, donc tu n'as pas de risque de piratage, tu n'as pas de risque que les données partent sur Internet. C'est ça, voilà, c'est ça. Bon. Après, du coup, sur ChatGPT, peut-être tu te prives de certaines fonctionnalités qui sont quand même intéressantes, quoi. Tous les plugins, la version web, qui a accès au web. Et tu penses que ça va évoluer comment, ça, dans les prochains mois, Alors, c'est une excellente question. C'est un peu devin. En fait, ça va tellement vite que c'est très difficile. Moi, je vois trois choses, en sachant peut-être qu'aucune des trois arrivera. La première, c'est l'open source va se développer parce que on va pas laisser une entreprise toute seule avoir le monopole des chatbots d'IA générative. Ça me paraît peu probable, même si les Américains vont pas faire grand-chose pour réguler ça. Ils n'ont pas tout à fait tort. Tant que l'Europe régule a priori, mais ça c'est un autre sujet. Donc déjà, je pense qu'il y aura un développement de l'open source parce qu'il y a beaucoup de modèles, notamment le modèle de Facebook, qui a fuité et finalement ils s'en sont servis. Est-ce qu'ils ont réellement, est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est volontaire? C'est une question. Hein. Et donc ils ont permis à beaucoup de développeurs d'utiliser leur modèle pour faire de l'open source, justement. Donc un, développement de l'open source. Deux, et donc l'open source protège mieux les données, puisqu'en général, tu installes en local. Donc, il y aura beaucoup moins de soucis avec ça. Et comme c'est open source, tu ne te rémunères pas sur le logiciel et les données utilisées. Le deuxième, c'est que tu auras une régulation mondiale extrêmement rapide qui va justement sacraliser, on va dire, les données personnelles des individus qui seront utilisés par l'IA générative au sens large. Donc, on va ajouter
Midjourney, donc il y aura même les droits d'auteur qu'on rajoutera et tout. Bon, pour moi, c'est extrêmement peu probable que tous les pays s'entendent de manière aussi rapide sur ce sujet. Donc, il y aura toujours le RGPD en Europe, la nouvelle loi en Suisse ou la loi californienne. Je pense qu'on en restera là pour cette année. Et enfin, je pense que les modèles les modèles d'entraînement vont devenir de plus en plus puissants. Et donc, ils auront peut-être moins besoin de données pour s'entraîner, qui seront tellement puissants qu'ils auront juste besoin de miettes de données pour après prédire, parce qu'une IA générative prédit, pour prédire les mots suivants. Voilà. Ça, c'est pas impossible non plus. Pour moi, les 1 et 3 sont vraiment possibles. Le 2 me paraît très improbable et le 3 me paraît le plus probable des 3. En tout cas, si on reste dans un modèle avec une entreprise très puissante, voilà, je pense que les modèles vont vraiment s'améliorer, qu'ils n'auront plus besoin d'autant de données pour s'entraîner. Ce qui ne changera rien des données des chats, qui resteront toujours problématiques pour les personnes qui mettraient toute leur vie ou toutes les données des entreprises dessus. Bah ouais, et du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos auditeurs pour qu'ils protègent leurs données quand ils utilisent des outils comme ChatGPT ou Bing, parce que Bing, c'est pareil. Oui. Premier conseil, c'est pas contradictoire avec les autres, mais utilisez-les déjà. Pour moi, c'est très important de vous former, que vous sachiez utiliser l'IA générative, parce que qu'on le veuille ou non, c'est le futur. Et vous allez voir, c'est quand on apprend à utiliser l'outil, tu pourras témoigner, je pense, ça peut faire de très belles choses. Donc, allez-y. C'est pas méchant, ça va pas vous manger, ça va pas vous voler, je sais pas quoi. C'est vraiment essayez-le. Ensuite, quand vous essayez, vous prenez des garde-fous. Le premier, c'est déjà si vous voulez vraiment pas que vos données allez dans les paramètres et demandez à ce que les données des chats ne soient pas utilisées pour entraîner les modèles. C'est la première chose. Faut avoir confiance en OpenAI, mais c'est le minimum qu'on puisse faire, selon moi, si vous voulez vraiment faire attention. Ensuite, ça va répéter un peu de ce que j'ai dit, évitez toutes les données personnelles. N'importe quoi. Changer les prénoms, changer les noms, changer tout ça. Ça prend pas beaucoup de... Voilà. Changer le nom dans les prompts, ne mettez aucune donnée qui pourrait vous associer directement ou indirectement ou associer d'autres personnes à vous, avec ces données-là. Et si c'est pour votre entreprise, pour votre activité, et que vous voulez vraiment, par exemple, une analyse de documents, genre un PDF qui fait 150 pages et que vous avez un super plugin qui va tout analyser pour vous, pour que ce soit beaucoup plus rapide et tout, anonymisez tout. Donnez-lui un PDF où il n'y a aucune donnée d'entreprise, de vos clients, de vos prestataires, rien. Parce que ça, c'est pas protégé par le RGPD, comme j'ai dit, données professionnelles. Et ça peut être dangereux parce que les modèles seront entraînés, ça pourrait ressortir après. Ouais, donc en fait, si, mettons, on lui donne à manger un PDF de 150 pages, il faut virer le nom de l'entreprise, le nom des gens. Par contre, on peut laisser les chiffres, etc., si on a besoin qu'il analyse les chiffres, tout ça. Mais par contre, il faut enlever le nom de nos produits, par exemple, le nom de nos sous-traitants, les noms, prénoms et tout, le nom des entreprises, en fait, c'est ça. Alors, c'est sûr, ça peut faire un travail lourd, mais oui, si vous voulez vraiment... Et d'ailleurs, le 5e, c'est utiliser pour vous connecter un email qui n'est pas en lien avec l'entreprise. C'est important. Un Gmail générique. Oui, parce que en fait, si vous laissez des données comme ça traîner, comme le PDF, parce que le PDF, il va pas toujours chez ChatGPT, il va chez un plugin, qui est une partie tierce. Et eux, on sait encore moins ce qu'ils font des données. Donc là, c'est encore pire. Donc, alors, a priori, en septembre, ça pourrait changer. On parle d'un ChatGPT multimodal, avec des fichiers. Donc, on verra. Mais pour l'instant, c'est que des plugins. Et donc, il y a 3 parties, en fait. Vous, OpenAI, et la partie comme ASCII au PDF, donc qui édite le plugin. Donc oui, anonymisez tout. Évitez tous les risques, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas qui y a derrière. Toujours, notamment chez les plugins. J'en parlais dans un autre podcast, justement, où la personne disait de faire très attention aux plugins, parce que c'est beaucoup moins clair ce qu'ils font des données que OpenAI, où c'est déjà pas très clair.
Donc, voilà. Donc, voilà. Oui, c'est un long travail, mais après, c'est pas toujours compliqué d'anonymiser. Il y a des petits logiciels qui font ça assez bien. Mais oui, ça peut être beaucoup de choses à enlever pour une entreprise. Donc, comme tu as dit, le nom du produit, le nom des clients, le nom des personnes, des adresses. Et si c'est que des chiffres, pour répondre à ta question initiale, normalement, il n'y a aucun risque parce que si ChatGPT et le plugin, sinon que des chiffres, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils auront, oui, données financières, données... Oui, mais ils n'ont pas de lien avec l'entreprise qui les a générés ou à laquelle ils appartiennent. C'est ça. C'est ça. Alors, la seule exception serait les rapports publics. Si, par exemple, vos données, les données de votre entreprise sont publiques pour une raison ou une autre, il n'y a pas de raison de vous embêter à tout à anonymiser. Voilà. Oui, ça, si déjà c'est public de toute façon. Voilà. C'est ça. Bah écoute, cool, merci beaucoup pour toutes ces infos. On n'a vraiment pas fini de parler de la confidentialité des données, surtout dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place. À mon avis, ça va être encore un sujet, un bon sujet dont on va parler longtemps. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rien rater de toutes les super infos que tu partages? Alors, à 2 endroits. Donc, celui où tu m'as vu, je pense, la première fois sur LinkedIn, où je communique quasi tous les jours. Benjamin Alouche sur LinkedIn, tu mettras le lien en description. Et ma newsletter, donc, qui est publiée sur Substack, donc ethiquegpt.substack.com, donc sur l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle, qui sort tous les jeudis matins à 8h08 précise. 8h08 précise, mais c'est magnifique. Bah écoute, je mettrai de toute façon tous les liens pour te suivre dans les notes de l'épisode. Et puis, bah écoute, encore merci et puis à bientôt pour un nouveau sujet, un update sur ce sujet ô combien important. Merci beaucoup. Merci Manuel. Ciao, ciao. Ciao.